Et donc en fait, on prend un risque sur les obligations quand on investit sur des ETF parce que les obligations sont constamment recyclées. Donc les remboursements d'obligations sont réinvestis sur de nouvelles obligations. Et donc si pendant ce temps les taux augmentent, eh bien la valeur du portefeuille déjà détenu par l'ETF ou le fonds obligataire baisse. Alors que sur un fonds daté, ce risque n'est porté que jusqu'à l'échéance. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de portefeuille. On retrouve Camille pour regarder encore un gros profil. Comment vas-tu ? En pleine forme. Alors là, je t'ai ramené quelque chose. Après le médecin, le chef d'entreprise, qui pour le coup, j'imagine, d'ailleurs les chefs d'entreprise, ça fait partie vraiment de ton cœur de cible. Ouais. C'est quand même la plupart des grosses fortunes françaises, enfin c'est des entrepreneurs. Ouais, c'est le cas. Et outre leur fortune, c'est aussi des gens qui ont des problématiques plus complexes que des particuliers qui sont salariés. Parce qu'il y a le pro, le perso, ils ont qui se chevauchent. Exactement, ils ont l'échéance de vendre leur société, de le préparer, et aussi tous les enjeux fiscaux et sociaux, de comment se payer, etc., sortir l'argent. Donc c'est une clientèle sympa avec pas mal de choses à travailler. Pas mal de choses à travailler. Patrimoine brut, 1,8 million. Patrimoine net, 1,5 million. Donc a priori, pas non plus une dette de dingue. Ouais. Beaucoup d'IMO, 65%. Alors là, ça va t'énerver, du cash. Beaucoup de cash. C'est pas forcément mauvais en soi. Hein, non, c'est pas mauvais. Pour préparer un achat dans un an, tant qu'il est rémunéré, tant qu'il est rémunéré. Du cash. Ça, on va regarder. Pas beaucoup d'actions quand même, 8%. Du fonds euro. Alors ça, c'est vraiment la passion des Français. Pas mal de startups quand même, 4%, c'est assez gros. Du coup, profil, couple marié de 53 ans et 55 ans, chef d'entreprise depuis longtemps. Nous avons vendu avec mon épouse nos dernières entreprises il y a 5 ans. Nous n'avons pas de revenus salaires, c'est ce que tu disais, du coup, problématique pour se payer, car nous réinvestissons tout ce que nous gagnons dans notre activité actuelle en vue de vendre cette nouvelle société sous 5 à 8 ans. Bon, voilà. Ça, c'est beau. Ils ont trouvé un schéma, a priori, qui marche pour eux. C'est quand même un gros pari, parce que là, ils parient tous sur la revente de la société, ils capitalisent, alors que quand tu te payes, ça y est, tu actes le transfert de richesse. Sécurises. Mais bon, ils ont de l'expérience, ils ont vendu plusieurs sociétés, donc je pense. Et puis, il y a un patrimoine qui est déjà existant, donc il ne retombe pas à zéro. Mais c'est vrai, tu as raison, il reste. Objectif, atteindre un équilibre financier sans avoir besoin de trop forcer, trop bosser. Bon, vous êtes chef d'entreprise, donc clairement, vous forcez, c'est sûr. Et de nous reposer et de vivre, voilà, ils le disent d'ailleurs, sur nos investissements passés et futurs pour devenir FIRE. Tout le monde veut devenir FIRE, même les chefs d'entreprise. C'est la mode. Ou s'en rapprocher le plus rapidement possible. On a plus de 30 ans. Effectivement, le FIRE, bon, là, vous êtes quand même assez loin de la retraite encore, mais il y a peut-être des choses à faire. Stratégie, j'essaye d'être diversifié, mais j'ai l'impression d'être parti un peu dans tous les sens et sans conseil et d'être un peu perdu aujourd'hui. On va regarder. Je me suis mis à investir depuis 2 ou 3 ans dans des actions, de l'immobilier, des startups, de la crypto, mais il nous reste pas mal de cash, on l'a vu, et j'ai encore du mal à définir une stratégie claire. Ok, il y a beaucoup de gens qui viennent te voir en te disant ce qu'on lit là, j'ai du mal à avoir une stratégie claire. C'est la plupart des gens. Les gens, ils ont été déjà conseillés ou ils ont déjà fait par eux-mêmes avec des blogs, des forums, etc. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à gérer tout seuls et surtout qu'ils sont un peu éparpillés comme notre ami ici, comme nos chefs d'entreprise. Immobilier, notre résidence principale est payée ainsi qu'un local commercial acheté et loué vide par l'intermédiaire d'une SCI, Société Civile Immobilière. Les seuls emprunts que nous avons sont pour les 3 appartements que nous avons achetés en même temps il y a 3 ans pour se constituer un patrimoine immobilier locatif, les 3 loués en meublé professionnel. Activité déclarée en LMP. Pourquoi le LMP ? Parce qu'ils sont au-dessus du seuil, tu penses ? Alors en fait, c'est parce qu'ils nous indiquent ici qu'ils n'ont plus de revenus professionnels. Donc forcément... Le LMP, c'est soit... il faut 2 conditions. Plus de 23 000 euros de loyer. Et également que ces revenus soient supérieurs aux revenus professionnels. Donc là, en l'absence de revenus professionnels, ils sont forcément en meublé professionnel. Nos investissements start-up et placements se font avec une holding, nos PEA et nos divers comptes, livrets, assurance vie, crowdfunding, SCPI, et des emprunts pour l'immobilier. Ok. Comment investir le cash qu'il nous reste ? Notre stratégie est-elle bonne ? On va vous le dire tout de suite. Du coup, on regarde le patrimoine. On voit... Alors c'est marrant, la meilleure perf en ce moment, c'est le Bitcoin. Moi, je pense que ça, si vous avez de la crypto, en ce moment, c'est dur de faire mieux que ça. On regarde le patrimoine en détail. Du coup, l'immobilier, on l'a dit, il y a de la RP, il y a des appartes. Alors c'est assez intéressant, a priori... on achète quand même dans des zones qui sont très différentes là. Il y a un petit risque d'éparpillement quand même parce que l'immobilier c'est aussi connaître sa ville. Je sais pas si pour toi c'est un critère qui est important. Écoute, moi ce que je remarque c'est que c'est des villes où il y a des rendements qui sont plutôt attractifs. Donc je pense qu'au moment où ils l'ont fait, ils avaient besoin de ça pour que ça s'autofinance.
On a quand même 2 villes qui sont assez proches, Nîmes et Avignon. Ouais. Nancy, c'est Nancy, mais peut-être que c'est historique. Peut-être qu'ils y ont une attache, on ne sait pas, de famille. Ouais. Donc moi, je pense que c'est bien, ils diversifient. Et si la gestion n'est pas un problème ou engendre pas des frais prohibitifs, pourquoi pas, mais effectivement, c'est moins facile à gérer que si on a tout dans la même ville, quoi. Tout à fait. En ce moment, l'équipe et moi, on est à fond pour vous offrir les meilleurs contenus financiers, des talks, des analyses de patrimoine, des actualités. Bref, on est vraiment au four et au moulin. Et j'ai un service à vous demander. Ce serait top si vous pouviez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour qu'on puisse faire exploser le nombre d'abonnés et être encore plus nombreux à se former à la finance et à devenir financièrement indépendant. Allez, on retourne à la vidéo. Du coup, on regarde aussi, il y a de la SCPI. Bon, là, on est sur des clients quorum, des clients fidèles. Et on voit d'ailleurs que l'allocation SCPI, elle est quand même très bureau. Après, Quorum est quand même assez connu pour plutôt aller là où le marché ne va pas. Ils sont un peu contre-cycliques, quoi, enfin contrariens dans leur approche. C'est ça, en fait. Au lieu de faire du stock picking sur plusieurs SCPI thématiques, ils ont fait le choix de la diversification avec des SCPI qui elles-mêmes font le job de faire des arbitrages et d'ailleurs, on le voit. Diversifier. Ça, franchement, on te dit, c'est une allocation géographique de SCPI. C'est improbable quand même, parce qu'il y a la France, il n'y a quasiment pas, d'ailleurs Quorum n'a quasiment pas d'actifs en France. Je pense qu'ils y sont retournés, on va regarder si ça vient de Quorum. Ça vient de Quorum a priori. C'est historique, ils ont des positions au lancement de Quorum Origine, ils ont fait des investissements en France. Alors je sais, d'ailleurs j'ai fait un talk avec Frédéric Puzin, on va vous mettre le lien quelque part ici, qui est le fondateur de Quorum. Il me disait qu'en ce moment la France, ils y regardaient parce qu'en fait plus personne ne regardait, ou tout le monde avait peur. Donc forcément c'est intéressant. On regarde les emprunts. Finalement, pas beaucoup de dettes par rapport à la taille du patrimoine, sachant que quand on dit dette, on parle évidemment de bonne dette, on ne parle pas de cartes crédit qui permettent, on n'est pas chez Sofinco à 15%. Là, on est à un taux en moyenne de 1,09%, ça fait rêver. D'ailleurs, on voit les taux sont hyper bas. Il y a juste un dernier prêt qui doit être assez récent, mais bon, vu le capital restant dû, ça doit être un prêt peut-être à la conso, je sais pas. C'est des prêts assez petits. On continue sur les livrets. Et là, une des questions, c'était comment investir le cash. Alors on n'a pas le détail, mais voilà, on voit que c'est des comptes qui, a priori, vont rapporter au maximum le livret A, enfin le taux du livret A. C'est tout, quoi. Enfin, on ne sait pas ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec son cash aujourd'hui si on en a trop ? Aujourd'hui, en fait, le cash, c'est vrai que ça brûle avec l'inflation. Donc, c'est urgent de le mettre au travail et ça ne veut pas forcément dire prendre des risques et les mettre sur les marchés. On est à combien d'inflation en ce moment, tu penses ? Là, on doit être au-delà des 5%, quoi. Proche des 6%. Ouais, tu vois, 5,9, 5,2. Donc, effectivement, tout ce qui est entre l'inflation et le rendement du livret, c'est du pouvoir d'achat en moins. Voilà. Clairement, aujourd'hui, avec des solutions garanties en capital et disponibles, on ne pourra pas compenser l'inflation, mais on pourra l'atténuer grandement. Ouais. Ok. Donc, en gros, si on va du plus liquide au moins liquide, déjà, il y a les livrets d'épargne. Donc, effectivement... ils peuvent se tourner vers leur banque. Ouais, mon livret A classique. Les livrets A et LDD, je pense qu'ils les ont remplis. Ouais, ils sont max. Livret A, LDDS, ça c'est 3% net d'impôt, c'est bien de les remplir. Livret boosté, des choses comme ça. Alors après, voilà, le problème des livrets boostés, t'en as parlé déjà dans une vidéo, c'est qu'il y a le taux boosté qui est valable 3-4 mois, qui peut être très alléchant, donc là on voit 5%, 5,5%. Ici, ouais. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est le taux sur un an. Avec la promo et le taux post-promo aussi. Parce que si tu as du 5% pendant 3 mois et qu'après tu as 1%, en fait c'est juste un produit d'appel. Donc l'idée c'est de regarder dans la globalité le taux. Donc là on voit, ça nous est indiqué, voilà, on peut avoir du 3% lissé sur l'année, avec des taux de base même parfois à 3%, pardon, donc c'est très bien. Aujourd'hui c'est liquide, il n'y a pas de risque. Donc 3% c'est dommage de s'en priver. C'est clair. Après s'ils veulent faire un petit peu mieux, il y a les comptes à terme. C'est comme un livret d'épargne, mais c'est bloqué. Donc ça, ils peuvent se tourner vers leur banque, qui leur fera une proposition, ou ils peuvent aller chez Boursorama, Boursobank, du coup. Boursobank, depuis quelques mois. Qui propose ça. Là, c'est les premiers là, du classement. Voilà, donc là, ils sont à 3% sur 12 mois, donc c'est sécurisé aussi, mais par contre... l'argent est bloqué. Il sera bloqué, ils peuvent peut-être le racheter, je connais pas par cœur leur offre, il y aura peut-être une pénalité sur le taux. Il y a des pénalités généralement, ouais. Mais c'est pas mal, c'est mieux que rien. Ouais. Après, il y a les supports monétaires. Ok. Donc sous forme d'ETF ou sous forme de fonds. Ouais. Donc, on va regarder en ETF. On peut aller voir un ETF. Je pense qu'on est assez fan de ça. Ouais. Voilà, t'as le Lixor Overnight Smart Return. Celui-là, Smart Cash, ou c'est un autre, tu penses ? C'est pas celui que je connais en tout cas. On va regarder là, peut-être qu'ils vont nous sortir... Ah bah il est là, le Lixor Smart Overnight Return. Ouais, c'est lui. Le plus capitalisé, le plus utilisé, c'est lui. Ok. Donc attends, on va essayer de on voit l'ISIN. Le code ISIN, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'identifiant unique du fonds. Ça vous permet facilement d'aller retrouver les données. D'ailleurs, sur Finari, on va le voir, si on va sur une position, à chaque fois, on vous met l'ISIN
En dessous, comme ça, vous pouvez aller voir la fiche, vous pouvez aller voir les perfs, vous pouvez aller sur votre broker pour retrouver la position. Du coup, le leak sort. Donc là, je vois performance 5% depuis le début de l'année. Alors là, pour le coup, on est sur une part en dollars, donc il y a l'évolution du change qui a été en faveur du client. Effectivement. Le dollar s'est valorisé. Mais si on va sur une part en euros, en gros, on peut viser le taux de la BCE. Le taux de la BCE. Si on veut le connaître, en fait, on peut aller taper on peut taper l'Ester sur Google. Donc, qui est le taux en fait du marché interbancaire. Il suit celui de la BCE. Si tu mets en anglais Ester Rate, tu vas trouver le site officiel de la BCE. Le site officiel de la BCE, pour info, il est pas très beau, mais vous allez voir qu'en fait, il y a des bonnes infos. Et donc là, on voit qu'il est à 3,9%. Tu vois, c'est la première. Voilà, 3,9%. Donc en gros, sur un an, si le taux reste à 3,9%, c'est la performance qu'aura le client, diminution faite des frais. Qui sont assez faibles, j'imagine. Qui sont ridicules, qui sont à 0,09, je crois, sur l'ETF. Donc c'est vraiment très très faible. Donc il faudrait juste prévoir les frais de courtage, mais voilà. Après, l'idée, c'est pas de trader sur ça, c'est qu'on rentre et on positionne le cash. Ok, donc ça, c'est. Du coup, en gros, c'est un point de plus que les livrets boostés / Sachant que là, il peut capitaliser et n'être fiscalisé qu'à la sortie, tandis que sur son livret, dès la perception des intérêts, il sera fiscalisé. Donc ça, c'est un avantage que l'ETF offre et que par rapport au gros avantage. Après, je pense que la question un peu fondamentale pour cet utilisateur, c'est oui, c'est bien d'aller placer le cash. Et d'ailleurs, on voit aussi qu'il a des fonds euros qui, en ce moment, alors là, il faudrait voir combien ils rapportent ceux-là, mais les fonds euros ont quand même pas mal augmenté. Il y a des fonds d'ailleurs, Quorum fait un fonds, je crois, à plus de 4%. Forcément, parce que c'est des fonds neufs qui sont propres, quoi. Ils peuvent reconstituer, enfin, ils ont un portefeuille qui est hyper attractif parce qu'il est constitué maintenant. Mais est-ce que la question de fond, c'est pas de flécher les livrets ou le cash vers autre chose? Parce que là, il y en a quand même beaucoup. Ouais, alors effectivement, le cash, ce dont ils ont besoin pour passer une bonne nuit de sommeil et pour pallier à différents risques ou imprévus qu'ils peuvent avoir, il faut l'investir sur des solutions dont tu viens de parler. Matelas de sécurité, du coup. Voilà, exactement. Mais par contre, donc 6 mois de revenus, voire plus en fonction de votre situation familiale, de votre activité professionnelle, si vous êtes entrepreneur. Donc ça, c'est quelque chose que toi, tu préconises à tes clients. C'est ça. Après, c'est vraiment 6 mois, c'est un petit peu une règle passe-partout, mais ça s'ajuste en fonction des clients. Bien sûr, ça sera un an, ça sera moins. Là, on est sur des chefs d'entreprise, donc peut-être qu'il y a d'autres choses à amortir. Surtout qu'ils réinvestissent tout dans la société, ils ne se sortent pas de revenus. Donc c'est important qu'ils aient un matelas de sécurité conséquent. Maintenant, s'il y a de l'argent qui peut investir à moyen long terme, moi, ce que je ferais, c'est que je l'orienterais plutôt vers les marchés. Et aujourd'hui, t'en parlais, la hausse des taux profite à la classe d'actifs obligataires. Donc, ça peut être vachement intéressant d'y investir, même c'est aussi cohérent même pour des profils prudents ou équilibrés. Et d'ailleurs, là, si on regarde donc leur plus grosse enveloppe, c'est le PEA, mais il n'y a que 30 000 euros dessus sur un patrimoine net, je rappelle, de 1,5 de mémoire, 1,5, donc c'est vraiment pas énorme. Et quand on regarde ce qu'il y a dedans, il y a de l'ETF, MSCI World, et après, il y a quand même beaucoup de stock pick. Mais effectivement, alors on a regardé rapidement, on n'a pas vu d'obligataire. C'est quand même dommage. C'est quoi la meilleure façon d'investir en obligation, là, ou une bonne façon d'investir en obligation ? En fait, sur les obligations, aujourd'hui, il y a deux façons d'investir. Soit on va investir via des fonds ou des ETF evergreen. En fait, c'est des fonds qui vont en permanence recycler leur position et en acheter de nouvelles. Soit on va investir sur des solutions datées, des fonds datés. Donc le fonds daté, en gros, le principe, c'est on choisit une échéance, 2027, 2028. Il y en a plein en ce moment. Voilà, le gérant va acheter un portefeuille d'obligations diversifié. Ça va donner un taux de rendement pondéré. Et donc, on va profiter de ces coupons. Alors, soit on va les percevoir, soit ils vont être réinvestis. Ça dépend des parts. Et à la fin, les obligations seront remboursées. Ouais, donc on les tient jusqu'à maturité. C'est ça. Et donc, du coup, ça permet, sauf faillite de l'émetteur, il y a un risque, de recouvrer son capital initial, plus tous les coupons. Ok. Sur une solution evergreen, la première que je viens de citer, en fait, le truc, c'est que votre fonds, c'est plutôt une approche long terme, en fait. C'est pour amortir les baisses des marchés actions, c'est vraiment pour une allocation long terme. Alors que le fonds à échéance, c'est vraiment faire travailler du cash à un taux connu à l'avance. On en avait parlé d'ailleurs sur un talk avec un gérant obligataire qui nous disait, attention, le fonds daté, vous partez du principe que les taux sont déjà au max aujourd'hui, parce que vous laissez, en fait, vous loquez un taux. Ça peut être favorable, mais ça peut aussi être défavorable. Donc, en fait, lui, ce qu'il préférait, c'est de faire du ladder. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est une stratégie assez poussée qui permet concrètement d'éviter ça. Mais bon, solution plus simple, c'est aussi juste de prendre un ETF. Il y a des ETF qui le font pour vous, le ladder. Il y a des ETF ladder. Tiens, on va regarder si on en trouve. Tu me disais qu'il y a un ETF qui peut être intéressant. C'est un iShares. Alors, on va voir si on en parle dans cet article. J'avoue que je ne sais pas. Et d'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure du gérant. Donc, il est là. Et il fait de la gérant, franchement c'est hyper intéressant. Et donc c'est lui qui va vous parler du ladder, il explique plein de concepts.
Et notamment un concept qui est assez contre-intuitif, c'est que tu peux perdre de l'argent avec une obligation. Avec un ETF obligataire. Ouais. En fait, le principe de l'obligation, c'est que vous prêtez de l'argent à une entreprise et qu'elle va vous le rembourser à une échéance donnée, moyennant le paiement de coupons. Et en fait, la valeur de votre obligation, elle est cotée, elle est cotée sur les marchés. Et donc, en fait, pour un niveau de taux donné, quand les taux augmentent, la valorisation de votre obligation baisse, et quand les taux baissent, elle augmente. Pourquoi ? Parce que en fait, si les taux baissent, votre obligation devient très compétitive sur le marché aujourd'hui. Donc celui qui va vous la racheter doit compenser cette compétitivité. Et donc en fait, on prend un risque sur les obligations quand on investit sur des ETF parce que les obligations sont constamment recyclées. Donc les remboursements d'obligations sont réinvestis sur de nouvelles obligations. Et donc si pendant ce temps les taux augmentent, eh bien la valeur du portefeuille déjà détenu par le TF ou le fonds obligataire baisse. Alors que sur un fonds daté, ce risque n'est porté que jusqu'à l'échéance. Parce qu'en fait, on a une date où on sait qu'on va récupérer son capital. Hors faillite de l'émetteur, bien sûr, il y a des risques. Sur les ETF, c'est pas le cas parce que la durée de vie, elle est limitée. Donc, faut vraiment voir ça à très long terme et le comparer à un investissement en ETF action. Et juste regarder finalement quelle a été sa perf, quelle a été sa volatilité et voir quelle pondération on met dans le portefeuille. C'est pas un produit de rendement, c'est plus un produit de amortisseur de baisse et de diversification. Et donc, il y en a un qui te plaît. Comment il s'appelle ? C'est le iShares Global Aggregate. Qui est un ETF hyper intéressant. On va aller voir sur BlackRock, qui est du coup, en fait, iShares, c'est une marque de BlackRock. Du coup, si on regarde un peu la composition du fameux BlackRock, déjà, on regarde en termes de pays. Alors, c'est moins exposé aux US que pourrait l'être le MSCI World, puisque le MSCI World, il est à 60, quasiment 60. Là, on est à 40, mais on voit qu'il y a vraiment... Il y en a pour tous les goûts, là, en fait. On a même de la Corée. En termes de secteurs, alors c'est pas vraiment des secteurs, c'est plutôt des typologies d'obligations. Ouais, c'est ça. Je pense que il y a beaucoup d'obligations d'État du coup ici. Donc là, les bons du Trésor, c'est pas que français évidemment, ça peut être aussi les bons de tous les trésors. C'est en fait. Ça. Et ensuite, on voit pas mal de termes techniques, mais en gros, il y a de la dette d'État, il y a de la dette d'entreprise, il y a de la dette à des municipalités, à des localités, j'ai envie de dire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, tu as toutes les échéances. Donc, en fait, c'est pas exactement un ladder, mais en gros, ils sont en train d'aller chercher les taux sur toutes les différentes échéances, sachant qu'actuellement, les taux courts sont plus intéressants que les taux longs quand même. Oui, pour la simple et bonne raison qu'en fait, comme on ne sait pas de quoi demain est fait et que le contexte il est très instable, en fait, verrouiller un taux sur du très long terme, c'est risqué. Justement, le marché juge que c'est plus sécurisant et que ça doit mieux payer sur du court terme parce qu'on prend le risque de louper. Exactement. C'est possible de verrouiller le taux. Donc du coup, à court terme, ça paye mieux qu'à long terme. Exactement. Donc ça, c'est intéressant. Mais en tout cas, ici, c'est hyper diversifié. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant quand on fait de l'obligation, enfin, ce qui est pas intéressant, ce qui est primordial, c'est la notation. Et donc, en gros, c'est quoi le système ? AAA, c'est la meilleure note ? C'est la meilleure note, ouais. Il y a que certains pays qui l'ont. La France n'est pas AAA, d'ailleurs. Non, les États-Unis l'été, ils ne le sont plus. Je crois qu'il y a le Luxembourg aujourd'hui. Voilà, donc en gros, AAA, d'autres pays. C'est hyper dur à avoir. Mais en gros, dès que vous êtes dans les A, c'est plutôt safe. Plutôt très solide. Et on voit, ce que tu disais, c'est que ça descend jusqu'à triple B. Et triple B, c'est le seuil... si on passe en dessous de ce seuil, on change de catégorie de notation. C'est ça. Là, on est dans l'investment grade. Ouais. C'est en fait les obligations jugées de qualité. Et en dessous, on est dans le high yield ou le junk bonds, des obligations de moins bonne qualité, mais plus rémunératrices du coup. Petit disclaimer quand même, n'oubliez pas que Lehman Brothers étaient, enfin même pas Lehman Brothers, mais en fait ce qu'on appelle les CDO et tous les produits qui ont généré la crise de 2008 étaient du AAA. Et les agences de notation qui donnent ces notes-là, elles étaient déjà là à l'époque. Donc attention, alors le contexte a beaucoup changé, le marché s'est beaucoup épuré. Donc faut pas prendre ça non plus comme de l'argent comptant, mais c'est vrai que c'est un super bon indicateur. Et donc ça, en gros, on peut espérer quoi comme rendement historique ? Est-ce qu'on le voit là ? En fait, la classe d'actifs obligataires, là, sur ces types de fonds, elle a pas mal souffert sur les dernières années parce qu'on a fait face du coup à une remontée des taux. Enfin là, dernièrement, depuis le début de l'année, une remontée des taux. Donc on le voit là. C'est ça. La valeur exactement. Baisse. Et quand les taux baissent, la valeur du portefeuille augmente. Donc l'idée c'est pour ça, c'est que c'est vraiment de pondérer les échéances. Ça va permettre en fait d'avoir une duration et donc une sensibilité du portefeuille qui soit assez maîtrisée et que votre portefeuille ne fasse pas le yo-yo au gré de l'évolution des taux et que ça permette justement d'être vraiment un amortisseur dans l'allocation globale. Donc dans un portefeuille aujourd'hui, ça fait vraiment du sens d'avoir des obligations. Et justement, on en parlait en préparant l'analyse. Il y a un portefeuille qui est un peu le portefeuille du boomer. Historiquement, c'est le 60-40, 60% actions, 40%... Enfin, je dis boomer, c'est pas du tout... c'est le portefeuille de bon père de famille américain, qui était déjà de faire de l'obligataire aux États-Unis, c'est complètement standard.
c'était un peu passé de mode parce que les taux étaient quasi nuls en fait, ou négatifs. C'est ça. Là en fait, toi tu m'as envoyé une analyse et tu me montrais que c'est assez intéressant. Donc on compare un portefeuille 100% MSCI World d'un côté qui est un peu ce dont on parle souvent quand même, qui est le benchmark effectivement, et ensuite un portefeuille 60-40, donc 60% actions, 40% obligations. A priori là sur le long terme, donc je suis à peu près sur 30 ans, 35 ans, non 30 ans, non 40 ans, je sous-performe quand même le MSCI World, mais il faut peut-être regarder des détails en plus. Bien sûr. Bah oui, parce que là en fait on regarde la performance, mais il faut regarder à quel prix on l'a obtenu, donc quel risque on a pris pour l'avoir. Et donc là on la voit ici. Ouais. Et donc il y a plusieurs, donc là on voit si on met 10 000 euros, enfin si on a mis 10 000 euros, bon bah dans les deux cas on s'en sort magnifiquement bien, alors que là on dit souvent attendez le marché a changé. Oui, mais il y a eu des crises, hein. Il y a eu 87, il y a eu la crise, le tech boom, il y a eu 2008, il y a eu le Covid. En fait, regardez, 2008, on le voit presque pas dans le graphe, quoi. Ça s'est tellement écrasé. Donc, même si les performances passées ne présagent pas les performances futures, historiquement, il y a quand même, on voit que le marché croît. Par contre, ce que tu disais, ça c'est intéressant. Donc, on est quasiment sur le même, la même performance annuelle, mais on l'a pas au même prix. Donc c'est quoi ça exactement, ces deux ratios qui sont intéressants? En fait, déjà on voit que l'allocation 100% action MSCI World, elle a quand même mieux performé parce que même si on voit qu'il y a à peu près 50 points de base de différence, en fait avec les intérêts composés pendant 40 ans, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait une grosse diff. Donc, exactement. Maintenant, on voit, ça fait tu vois, quasiment 30 000 euros de différence. Exactement. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que le risque du portefeuille, donc, qui est mesuré par l'écart type et qu'on appelle la volatilité, il est 50% plus élevé sur le portefeuille 100% action que sur le portefeuille 60-40. Ce qui signifie que le niveau de risque a été très bien rémunéré sur la partie 60-40. Et donc, pour calculer ça, on a le ratio de Sharpe, pour faire très simple. C'est le rapport entre le rendement et le risque. Et ça nous dit, en fait, à quel point le risque qui est pris est rémunérateur. Donc, si le Sharpe est proche de 1 ou même supérieur, ça arrive, c'est assez rare, mais ça arrive, c'est que votre risque est super bien rémunéré, donc vous avez peu de volatilité et beaucoup de performance. Il n'y a même pas de risque au-dessus de 1, donc il y a une asymétrie en fait. Il y a une anomalie de marché. Exactement. Clairement. Et par contre, quand le Sharpe s'éloigne de 1 proche de 0, ça veut dire que oui, ça peut être très rentable. Ça n'a pas d'impact avec la performance, mais par contre, ça veut dire que c'est au prix de beaucoup de risques. Ouais. Donc en fonction du profil d'investisseur qu'on a, soit on veut la meilleure perf, mais avec une volatilité importante qu'on peut accepter, soit on veut pas accepter cette volatilité, mais on peut quand même accéder à une performance qui reste, comme on vient de le voir, plutôt bonne, quoi. Qui reste plutôt bonne. Ce qui est pas mal sur ce site, je crois, ils nous disent même comment le faire, et donc on peut se dire, bon, 60-40, ça va être hyper compliqué. En fait, là, il y a deux lignes, concrètement. Ouais, il y a deux lignes, ouais, c'est ça. Il y a le MSCI World et il y a un... Bon, c'est à peu près... C'est un indice d'obligation d'État, là, on voit sur les pays développés, et qui est couvert en euros. Donc, qui peut tout à fait convenir à un investisseur français qui veut pas prendre de risque de change et qui veut pas aller sur les entreprises. Donc, exactement. Pourquoi pas, celui-là ou un autre, ça peut faire l'affaire. Donc, ça peut être un portefeuille intéressant. Ça, c'est un portefeuille qu'on pourrait créer dans une assurance vie, dans un compte titre. Oui. Dans un PEA, non, du coup. Alors, dans un PEA, ce que je conseille, moi, aux clients, c'est de mettre les ETF éligibles au PEA pour les actions et de faire la poche obligataire via un compte titre. Comme ça, on optimise la fiscalité. Et d'ailleurs, le compte titre, on en parlait aussi avant. Toi, tu es assez fan du compte titre et tu disais que c'était plus intéressant qu'une assurance vie dans certains cas. Ça peut l'être. Si des clients ont des comptes titres avec des plus-values importantes, en fait, ils ont la possibilité de défiscaliser ces plus-values en donnant des titres à leurs enfants ou en démembrant leur compte titre. De leur vivant, on peut faire ça? C'est ça. Ouais. Après, la condition, c'est qu'on n'a pas besoin de cet argent, on compte pas dessus pour vivre et qu'on est dans une phase de transmission. Ouais. Alors que l'assurance vie, en fait, la transmission, elle se fait au moment du décès. Donc, on peut quand même ponctionner sur le capital tant qu'on est vivant. Mais le compte titre, ça peut être un outil super intéressant si on veut réduire ses frais et on a quand même un avantage fiscal en cas de transmission parce qu'on purge les plus-values. Tout à fait. Et on s'acquitte juste des droits de donation si on dépasse les seuils. Donc, franchement, ouais, le compte titre... c'est pas très recommandé, on n'en entend pas trop parler, mais finalement ça peut être un très bon outil. Pas de frais d'enveloppe, des ETF à des prix absurdes, encore moins chers, les moins chers du moins cher. Bon, des frais de transaction, mais ça il y en a partout. Le seul risque quand même peut-être à signaler, c'est la flat tax qui pourrait sauter au gré des changements de gouvernement. C'est un vrai risque. Bon, on l'espère pas évidemment. En tout cas, pour conclure sur les questions de nos deux chefs d'entreprise, le cash, je pense qu'on l'a bien couvert. La stratégie, est-ce qu'elle est bonne? En fait, on ne connaît pas ces personnes. Il faudrait déjà regarder quelle est leur tolérance au risque et quel rendement ils attendent de leur épargne.
Et en fait, après, ça sera assez simple, naturellement, de construire une allocation sur les différentes classes d'actifs. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont des capitaux, ils sont disponibles, voilà, il n'y a pas besoin ils sont sur des livrets, donc ça peut être que mieux. Et en fait, voilà, il faut la répartir judicieusement. On a donné, je pense, plein d'idées, mais il faut qu'ils, soit par eux-mêmes, avec leur ressenti, ils fassent leur portefeuille, soit qu'ils se fassent accompagner par quelqu'un qui saura les aiguiller. Mais en tout cas, les solutions existent. Les solutions existent. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est les startups. Je pense qu'il y a une hype, clairement, des startups. Bon, moi, j'avoue que je ne connais pas les sociétés dans lesquelles la personne investit. Peut-être que c'est le Blast Club, vu que je vois la Blast Army ici. C'est quoi ton ressenti sur cette classe d'actifs ? Alors, sur les startups, là, ce que je comprends par rapport à ces personnes, c'est qu'ils sont entrepreneurs. Ouais. Et moi, j'ai des clients entrepreneurs, et ce que je remarque, c'est que les gens aiment bien investir dans ce qu'ils connaissent, ce qu'ils comprennent, et ce sur quoi ils pensent avoir un avantage comparatif. Donc ces clients-là, étant eux-mêmes entrepreneurs, ils sont plutôt à même, a priori, ça leur parle, vendu plusieurs entreprises, de juger si une entreprise qui lève de fonds a du potentiel ou pas. Ouais. Alors c'est pas l'assurance que ça marche, hein, ils peuvent avoir des loupés, mais a priori, par rapport aux particuliers lambda, je pense qu'eux, ils identifient mieux, ils analysent mieux. Maintenant, c'est vrai que par rapport au reste du patrimoine, ils sont très investis. Ouais. Donc, est-ce que c'est la stratégie de l'alter, c'est-à-dire avoir des choses très peu risquées d'un côté et des choses très risquées de l'autre pour avoir une perf moyenne, ou est-ce que c'est vraiment par plaisir qu'ils font ça, par passion, ouais. Par passion, ça peut s'expliquer aussi. Donc moi, j'aurais pas investi autant si j'étais en start-up, mais en même temps, je suis pas dans leur basket. Donc j'aurais à voir, mais en tout cas, il y a de quoi rééquilibrer avec le cash existant. Donc pour moi, les montants sont pas non plus c'est pas déconnant, quoi. Déconnant, ça va. Ça reste cohérent, c'est moins de 5% du patrimoine. Excellent. On espère que ça vous a aidé, que ça vous a donné des pistes. Bon, clairement, vous êtes super bien parti. Il y a des choses à faire. Attention quand même, n'attendez pas éternellement pour lever le pied. Je pense que c'est jamais trop tôt. Et ça peut être aussi intéressant peut-être de sécuriser une partie. D'ailleurs, il y a des schémas pour vendre sa société progressivement. On n'est pas obligé de tout vendre d'un coup. On peut sécuriser de plein de façons différentes. En tout cas, c'était hyper intéressant. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a inspiré aussi. On voyait que si on est chef d'entreprise, il y a quand même, à 55 ans, on a quand même cravaché. Je pense que ces personnes-là ont cravaché pendant 20, 30 ans. Donc oui, il y a un patrimoine en millions, mais en même temps, c'est pas tombé du ciel. Donc j'espère que ça vous inspire. Je vous souhaite des bons investissements. Je te remercie encore une fois parce que c'est hyper intéressant d'analyser avec toi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Merci Mounir.